Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Julie et Bonjour bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on trouve bien sûr des sujets d'exaspération. Le Parisien aujourd'hui en France, train, RER, la liste noire des retards. On trouve des sujets de distraction. Le Nouvel Observateur, spécial New York. Mais on trouve surtout une immense indignation et beaucoup de noir. Le noir, c'est celui des télévisions grecques, bien sûr. Il est en une de l'Humanité, écran noir sur la démocratie, en une de Libération. Qui a éteint la télé ? Le Figaro, lui, s'inquiète, la Grèce replonge dans la tourmente et l'opinion joue la provocation. Et si on fermait France Télévisions ? Alors quels sont les commentaires des éditorialistes à propos de la Grèce ? Eh bien, quasiment tous parlent ce matin de cynisme, de brutalité, de dignité piétinée. Il est de plus en plus flagrant, écrit Raymond Courreau dans l'Alsace, que le feuilleton économico-politique Hélène et les eurocrates tourne à la tragédie. Bien sûr, tous reconnaissent la gabegie de la télévision publique grecque, mais Jacques Camus, dans La République du Centre, s'interroge sur le choix d'Antonis Samaras. Pensait-il que le sacrifice des vaches sacrées de l'audiovisuel ferait oublier à son peuple des mois de vaches enragées ? Il y a ceux, bien sûr, qui fustigent la Grèce en même temps que la Troïka. Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain. L'épisode en dit long sur la dénaturation de l'idée démocratique au sein même de l'Union européenne, où la patrie de Pisistrate et du clientélisme n'aurait jamais dû être admise. Et puis, il y a ceux qui accusent le système dans son ensemble. Jean-Marc Chevauche dans le Courrier Picard. Quand on en est là, quand on impose aux gens des conditions aussi farfelues, c'est qu'on est en fin de règne. On ne sait plus du tout par quel bout prendre le problème pour que la machine reparte. Alors dans les Échos, Kenneth Rogoff, ancien économiste en chef du FMI, analyse la baisse de croissance qui frappe le monde développé. Comparé aux risques politiques, sociaux et économiques que poserait la permanence d'une croissance lente, après une crise financière telle qu'il n'en arrive qu'une fois par siècle, la montée durable d'une inflation modérée n'est pas quelque chose à craindre, écrit-il. Le meilleur antidote au poison de la récession, dit même le titre de l'article en parlant de l'inflation. Mais ça ne semble pas donner d'idée à la Troïka, FMI, Commission européenne, Banque centrale. Les écrans grecs resteront donc noirs, comme l'avenir. L'avenir de l'Iran, tiens, justement, se joue à partir de demain avec l'élection présidentielle. Oui, on trouve de très nombreux articles. Le Monde résume en une. Iran, le guide suprême Ali Khamenei verrouille l'élection présidentielle. Mais il faut surtout lire dans Les Échos cet article qui explique la situation catastrophique du système bancaire iranien. Résultat, sitôt l'élection passée, le régime envisage de ponctionner 20% des comptes en banque des contribuables, à la chypriote, quoi. Un chômage des jeunes à 39%, des exportations de pétrole gelées par les sanctions occidentales, une faillite qui relève avant tout évidemment des choix politiques d'un pays qui a préféré financer les mouvements terroristes et qui passe désormais la facture à son peuple. L'affaire Stéphane Richard va-t-il rester à la tête d'Orange ? Alors tous vos journaux s'interrogent sur la possibilité en effet de se maintenir à la tête d'Orange pour Stéphane Richard. Le sort de Richard tourne au casse-tête pour l'exécutif, titre Libération, qui raconte comment Arnaud Montebourg, pour avoir dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, s'est fait, je cite, engueuler par François Hollande. Les Échos dressent pourtant la liste de tous les PDG du CAC 40 mis en examen. Martin Bouygues pour abus de biens sociaux, Daniel Bouton pour blanchiment aggravé, Jean-Marie Messier pour manipulation de cours. Tous ont bénéficié d'un don-lieu ou d'une relaxe, prouvant qu'ils avaient bien fait de rester en poste. Mais là, escroquerie en bande organisée, c'est nouveau. Et si l'on veut supputer sur le reste de la bande, on lit Sud-Ouest ce matin et le témoignage de Benoît Barotte, ancien dirigeant de la maison de couture Jacques Esterel, à l'origine de l'action des petits porteurs d'action du groupe Tapi en 96. Lui est convaincu qu'il y a eu accord avec Nicolas Sarkozy. Le soir de l'élection, dit-il, on a tous vu Tapi exulter, ça y est, j'ai les sous. Oui, mais la justice, elle, aura besoin d'autre chose que de conviction. Natacha, je vous ai vu arriver dans ce studio avec un numéro spécial de Science et Vie. Oui, parce que pour oublier un peu les horreurs du présent, on se plonge dans Science et Vie ce mois-ci. Alors, il y a d'abord un hors-série, 10 crimes historiques élucidés par la science. Napoléon et la thèse de l'empoisonnement à l'arsenic, Charles XII de Suède dont la balistique nous prouve qu'il fut victime d'un complot, les fameux parapluies bulgares. Et alors, encore plus passionnant, celui que je vous ai montré tout à l'heure, les cahiers de Science et Vie consacrés au mystère de Paris. Histoire de la police parisienne, cabinet de curiosités qui nous dévoile les moulages de toutes les difformités qu'on pouvait croiser dans la ville, comme cette acné hypertrophique du nez qui vous attend plus. Oui, j'ai vu l'image, ça c'est saisissante. Oui. Et puis les lieux hantés, etc. La promenade est véritablement captivante. Le clin d'œil du jour.
Eh bien, le Nouvel Observateur nous raconte comment des conducteurs de train suédois, interdits de short au travail, ont décidé de porter la jupe pour éviter d'avoir trop chaud. Allons bon. Impossible de le leur interdire, il y aurait discrimination. Mais ils auraient dû lire l'entrefilet du Parisien qui nous explique que l'odeur de transpiration développerait chez les hommes l'empathie et la collaboration. Oui, votre voisin de bureau transpire, eh bien immédiatement vous allez l'aider. Alors attention, ça ne marche que pour les hommes. Ça doit être pour ça qu'Angela Merkel ne montre aucune empathie envers les Grecs qui suent sang et eau. Merci Natacha Polony.